celle organisée aujourd'hui à Nouakchott sur le programme du fondamental dans le cadre d'une journée ouverte organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Des aides alimentaires au profit d'une dizaine de familles sinistrées à Bescnou pour des chantiers supervisés par le commissaire aux droits de l'homme. Et puis une évolution, celle de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie, vous voyez, tendance à la baisse. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 17 octobre 2020. En 21h30 que nous commençons par le pédagogique et le processus de renforcement et d'enrichissement du programme du fondamental, un processus qui a fait l'objet aujourd'hui d'une journée ouverte organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. C'était donc ce matin à Nouakchott sous la supervision du ministre des tutelles. Compte rendu Bokar Baïlaba. L'objectif de la rencontre est d'échanger des idées pour renforcer et enrichir le programme du premier cycle du fondamental. En d'autres termes, il s'agit de réécrire les programmes de première et deuxième année. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïnin Ouliyi, a déclaré que l'objectif du département est de créer un nouveau concept d'éducation qui prend en compte les aspirations de la nation à une école républicaine. Il a indiqué que l'actualisation du programme du premier cycle du fondamental, son développement et son enrichissement dans le cadre d'une révision générale du système éducatif constitue le premier pas dans la concrétisation de la réforme souhaitée qui permet la création d'une école républicaine mettant tous les enfants du pays dans les mêmes conditions d'études. Mohamed Melaïnin Ouliyi a assuré que la réforme du système éducatif est un choix irréversible du gouvernement et du peuple que le département réalisera avec détermination. En d'autres termes, il s'agit de mutualiser les efforts afin que la réforme tant souhaitée prenne forme. Cet atelier rentre dans le cadre de la réécriture des programmes première et deuxième année. Donc le programme a été relis en amont et en aval pour voir exactement quelles sont les modifications et les apports qui pourront être ajoutés. Donc nous avons exactement lu le programme et par rapport à ce qui se passe dans le monde, surtout dans les pays maghrébins et dans les pays limitrophes, et en plus et dans le cadre européen. Donc nous avons décidé pour le français en deuxième année donc d'introduire le FLE, c'est-à-dire français langue étrangère, et donner plus d'importance à la lecture, parce que il faut que l'enfant, à partir de la deuxième année, puisse lire. Donc l'OTI, c'est-à-dire l'objectif terminal d'intégration, a été revu et modifié pour qu'il soit en adéquation avec les compétences de base. Ensemble, les journées de consultation permettront des échanges d'idées, de comparaison d'approches, de diagnostics précis afin d'identifier les lacunes et proposer des solutions adéquates. Et ça, c'était aujourd'hui donc cette journée ouverte organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Journée donc ouverte sur le renforcement et l'enrichissement du premier cycle du programme du fondamental. Une journée dont les coups d'envoi ont été donnés par le ministre de l'Éducation en personne. Et son homologue de la santé, lui, il a présidé hier soir une cérémonie en l'honneur d'une personnalité de l'État des Émirats arabes unis pour son action caritative. Alors, de quelle personnalité s'agit-il, Aminata Khan? Remise d'une attestation de reconnaissance et de gratitude à l'ambassadeur émirati à Nouakchott par la présidente du conseil d'administration de l'hôpital Cheikh Zayed. En l'honneur de la pionnière de l'action caritative aux Émirats arabes unis, Madame Cheikha Fatima Mint Moubarak, épouse de feu Cheikh Zayed Ibn Sultan Al-Nahyan. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou Oulhamad.
L'occasion pour la présidente du conseil d'administration de l'hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott, Madame Sehla Mint Ahmed, de situer le cadre de cette rencontre et de remercier Madame Cheikha Fatima Mint Mbarek pour ses efforts humanitaires dans diverses régions du monde et en Mauritanie en particulier. La présidente du conseil d'administration a déclaré que l'achèvement de la salle mère et enfants à l'hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott, qui a été inauguré il y a quelques jours, représente la dernière empreinte humaine faite par Cheikha Fatima Moubarak. Dans ce contexte, elle a souligné et passé en revue les efforts des Émirats arabes unis dans le monde, et notamment pour développer les capacités des femmes arabes. Lui succédant, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati, le député Khatri Oulcheikh Mahmoud, a apprécié les solides relations mauritano-émirati, leur souhaitant de nouveaux progrès. L'ambassadeur émirati à Nouakchott a apprécié la profondeur des relations existantes entre notre pays et les Émirats arabes unis, souhaitant que la Mauritanie soit la meilleure et que la coopération mauritanienne émirati se développe dans des espaces plus larges. La cérémonie s'est tenue en présence d'un certain nombre de représentants de la société civile, du directeur de l'hôpital Cheikh Zayed, des membres de l'équipe du Croissant Rouge des Émirats arabes unis en visite et de nombreux médecins et travailleurs de l'hôpital Cheikh Zayed. Voilà, c'était donc une cérémonie en l'honneur de l'épouse de feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, une cérémonie donc pour honorer son action caritative, cérémonie organisée par le ministère de la Santé. Le ministre d'ailleurs a présidé la cérémonie. Autre responsable gouvernemental actuellement en déplacement à l'intérieur du pays, il s'agit du commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Eh bien, le commissaire est au Hod Sharqi, il était hier à Bassiknou, cette Muqata'a qui était, vous le savez, qui a souffert donc des inondations suite aux précipitations qui se sont abattues cette année là-bas. Alors le commissaire a présidé une cérémonie de distribution des aides alimentaires au profit de plusieurs dizaines de familles sinistrées. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent Abdallah Yislim, dont le compte-rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Cette saison, les populations de Bassiknou ont été durement frappées par les inondations consécutives à un hivernage d'une grande intensité. Les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la zone ont fait beaucoup de dégâts. Ainsi, ce sont 500 ménages touchés par ces inondations qui ont bénéficié d'aide alimentaire. Une opération initiée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Ainsi, les deux autorités, en l'occurrence le commissaire aux droits de l'homme et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, ont été édifiés sur la quantité et la nature des produits alimentaires distribués aux ménages sinistrés. Hassana Oul Boukhais a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour venir en aide aux sinistrés des récentes inondations qui ont frappé la ville de Bassiknou. Il a précisé que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour assister les populations locales. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les pouvoirs publics pour avoir initié cette opération de distribution de produits alimentaires constitués du riz, d'huile, du sucre, entre autres. Des aides alimentaires au profit de 500 familles donc à Bassiknou, victimes des récentes inondations qui ont provoqué des dégâts matériels là-bas dans cette Muqata'a du Hod et Sharqi. Venons-en maintenant à l'activité des partis politiques, des formations politiques avec ce soir celle de l'IPR. L'IPR donc qui a organisé un atelier donc c'était ce matin à Nouakchott. Thème de cette rencontre, le renforcement de l'unité nationale et l'éradication de toute forme des séquelles de l'esclavage. L'occasion pour le président du parti d'appeler à la création de programmes spécifiques pour les franges historiquement exclus et démunis, en plus de ce qui est prévu par le programme de Taazor. Cet atelier constitue le premier d'une série d'ateliers que le parti, l'UPR, entend organiser autour de l'unité nationale et les perspectives politiques, économiques, sociales et géostratégiques du pays. 3 ateliers régionaux sont prévus par le parti. L'un à Kaïdi pour les régions du fleuve,
l'autre à Kifa pour les régions de l'Est et du Centre, et le troisième à Nouadhibou pour les régions du Nord. Après l'activité des partis politiques, l'activité des syndicats, avec ce soir le 7e congrès ordinaire des syndicats de l'enseignement supérieur. Eh bien, il s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. Des assises tenues sur quel thème, Aminata Khan? C'est sous le thème Ensemble pour consolider les acquis et atteindre les objectifs que l'Union de l'enseignement supérieur a tenu son 7e congrès ordinaire. S'exprimant au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, le chargé de mission, Mohamed El-Lemine ou Mohamed Zeidan, a affirmé dans un discours pour la circonstance que le ministère soutiendra l'Union dans la réalisation de ses objectifs et revendications syndicales légitimes. Ajoutant que parmi les principaux problèmes se trouve la question des retraités et le problème de la continuité d'une politique de logement organisée à l'avenir pour les nouveaux abonnés de l'enseignement supérieur, et c'est ce que le ministre serait au moins le soutien conscient, compréhensif et défenseur. À son tour, le chef du bureau exécutif du syndicat, Mohamed El-Lemine Ould Chamakh, a déclaré que ce syndicat fondé il y a plus de 2 décennies consacrait cette période à la défense des droits des professeurs, évoquant les objectifs du syndicat qui s'efforce d'atteindre sa priorité envers les professeurs, comme l'augmentation du salaire d'un professeur qui a atteint plus de 28% en tant que taux et le problème de la retraite dont plus de 69% des professeurs bénéficieront. Pour sa part, le président du conseil syndical, Chamakh Ould Mbarak, a expliqué qu'en dépit des réalisations importantes au cours des dernières périodes, qu'il est important que d'autres réalisations suivent, appelant chacun à contribuer de manière professionnelle et responsable pour doter les générations futures des compétences nouvelles, notamment en sciences, pour faire progresser le pays. Voilà donc pour ce congrès, 7e congrès ordinaire du syndicat de l'enseignement supérieur. Venons-en maintenant à notre page médicale qui est bien sûr dominée par l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie, caractérisée en cette journée de samedi 17 octobre 2020, donc par les guérisons 4, plutôt les guérisons sont 3 et les nouveaux cas sont 4, et là soit loué, pas de nouveaux décès. On va voir maintenant le cumul. Ça vient doucement mais lentement et sûrement. Bon, il y a 7607 cas depuis le début de la pandémie, dont 7342 guérisons et malheureusement 163 décès. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une sensibilisation à Kifa, et puis l'agriculture dans le Haut-Charqi et la protection civile à Nouadhibou. On va commencer par la Saba, cette wilaya où l'on a enregistré des cas de la fièvre de la vallée du Rift cette année. Une fièvre qui était au centre d'une réunion de sensibilisation donc tenue aujourd'hui à Kifa, la capitale de la Saba, une réunion organisée par le comité régional de surveillance et de suivi des épidémies. Alors, sur quoi s'est focalisée cette réunion? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Baïbiri, dont le compte rendu est revu en français par Bokar Baïlaba. Épidémiologique de la Saba a examiné la situation sanitaire du cheptel après l'apparition des cas de la fièvre de la vallée du Rift. Introduisant la réunion, le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Maouloud, a mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser les éleveurs sur l'adoption des mesures préventives et la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation aux dangers de cette maladie et sur l'importance de la vaccination du cheptel. À cela s'ajoute l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Il a ajouté que les équipes vétérinaires sillonnent actuellement des zones de la wilaya pour vacciner le cheptel contre la fièvre de la vallée du Rift, circonscrire et éliminer par la suite l'épidémie. Le directeur régional de l'action sanitaire, le délégué régional de l'élevage et le directeur du centre hospitalier de Kifa ont tous fait part de leur appréciation des sujets abordés par la réunion
et ils ont soumis aux autorités locales un certain nombre de doléances. Ensemble, les pouvoirs publics en Assaba travaillent à la recherche de solutions aux problèmes posés. Voilà, une réunion de sensibilisation donc tenue aujourd'hui à Kifa autour, entre autres, de la fièvre de la vallée du Rif. Nous restons toujours dans l'est, plus à l'est qu'à la Saba, le Hod des Charqi, qui a connu cette année, comme l'ensemble du pays, un très bon hivernage, une très bonne saison de pluie. Vous savez que le Hod des Charqi, c'est une wilaya agro-pastorale par excellence, et les agriculteurs de cette wilaya se frottent les mains en raison donc de cette bonne saison des pluies cette année, et c'est là, malgré les instruments rudimentaires. C'est un compte-rendu de notre correspondant Abdallah Issouvi, revu et présenté en français par Aminata Khan. Important réservoir agropastoral, la wilaya du Hod el-Charqi compte des milliers d'agriculteurs qui, malgré leurs faibles revenus, continuent de s'adonner à l'agriculture héritée de leurs ancêtres. Aujourd'hui, avec la nouvelle vision du département du développement rural, plusieurs visites de terrain et réunions ont été tenues par les responsables de l'administration locale avec les agriculteurs dans le but de trouver des solutions appropriées aux problèmes de l'agriculture. Cet agriculteur a déclaré que les aménagements ont été effectués dans la zone, mais qu'il rencontre toujours des difficultés qui impactent sur la production locale. Idem a affirmé qu'avec l'aide du gouvernement, la production locale pourrait s'améliorer et défier toute concurrence. En attendant, des solutions rapides ont été trouvées dans l'aménagement de 7 forages pour aider les agriculteurs à pratiquer l'agriculture irriguée dans la zone. Encourager la production locale pourrait permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les années à venir. La situation agricole donc dans le Hod el-Charqi. Dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays et aussi dernière nouvelle de ce journal. C'est notre capitale économique où les services de la protection civile, ou si vous voulez les pompiers, donc ont un rôle très important comme partout ailleurs, mais qui font toujours face aux mêmes problèmes. C'est ce qu'a constaté notre envoyé, notre correspondant Alvaro El-Shibani, dont le compte-rendu revient en français par Yad Alifal. On les appelle pompiers, soldats du feu ou sapeurs-pompiers. Ces combattants professionnels ou militaires sont au service des populations pour leur venir en aide. Incendie domestique, accident de la route, secours d'urgence aux personnes, autant de situations où les sapeurs-pompiers doivent intervenir en tenue de protection et avec des véhicules de secours adaptés au type rencontré. Selon le brigadier chef, les problèmes rencontrés sont essentiellement dus au manque d'organisation des citoyens qui garent leurs véhicules n'importe comment et n'importe où, sans oublier les rues qui ne sont souvent pas adaptées aux véhicules utilisés par les soldats du feu. Le plus grave, c'est l'irresponsabilité de certaines personnes qui créent de fausses alertes en nous appelant juste pour s'amuser en déclarant des incendies qui n'existent pas. Pour l'inspecteur principal, le travail des sapeurs-pompiers regroupe tout type d'intervention. Personnes malades, blessées, intoxiquées, noyées, accidentées, etc. Les secours d'urgence aux personnes est l'activité la plus fréquente parmi toutes celles exercées par les sapeurs-pompiers. Ici, nous avons eu à faire de nombreuses interventions suite aux appels des témoins d'un accident qui font appel au secours en ayant l'assurance d'avoir une réponse adaptée et rapide. Les sapeurs-pompiers disposent d'atouts particuliers pour optimiser le secours d'urgence aux personnes. C'est pour cela qu'on les appelle aussi les spécialistes des secours. Voilà la situation donc de la protection civile dans notre capitale économique. C'est les mêmes problèmes qu'ils rencontrent également dans d'autres villes, telles que Nouakchott par exemple. Voilà, sur ce reportage se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était aujourd'hui la journée ouverte organisée par le ministère de l'Éducation nationale autour du renforcement et de l'enrichissement du programme du premier cycle du fondamental. Ici, le commissaire aux droits de l'homme à Bassouknou, il a supervisé les opérations d'aide aux familles sinistrées à la suite des inondations récentes dans cette muqata'a du Hod el-Charqi. La pandémie de la Covid-19, vous le voyez, 3 guérisons, 4 nouveaux cas et Allah soit loué, pas de décès, une évolution à la baisse
mais les autorités sanitaires ne baissent pas la garde, loin s'en faut. Eh bien, n'oubliez pas les mesures barrières, à savoir rester chez vous. Et si vous sortez par nécessité, bien entendu, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et surtout avec du savon. Et n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distance sociale, autrement dit au moins 1,50 m. Et si vous retournez à la maison, eh bien, encore, lavez-vous les mains et avec de l'eau et du savon. C'est un geste qui doit être régulier. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous, des gestes très simples, mais qui permettent de sauver des vies. Alors, prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains, et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.